Bon, aujourd'hui, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter la licence des Sims, puisqu'il faudrait avoir vécu plus de 20 ans dans un temple bouddhiste pour ne pas en avoir entendu parler. Cette création de Maxis, une filiale d'Electronic Arts, initialement conçue par Will Wright et sortie en février 2000 sur PC, a marqué le début d'une franchise qui deviendra l'une des plus populaires de l'histoire du jeu vidéo. Vous savez, cette véritable maison de poupées virtuelles dans laquelle vous pouvez faire évoluer des personnages préalablement créés par vos soins dans un environnement complètement simulé. Les faire naître, grandir, les torturer, ou alors les faire crever dans d'affreuses souffrances. Le gameplay très bac à sable du titre vous permet de gérer les besoins de vos Sims, la construction et la décoration de maisons, l'établissement de relations sociales, la gestion de carrière professionnelle et bien d'autres aspects de la vie quotidienne. Et ouais, parce qu'on n'a pas assez d'une vie d'emmerde. Il faut en créer d'autres. Sortie en 2005, la version PlayStation Portable des Sims 2 est une adaptation spécifique de l'édition PC originale, sortie en 2004. Alors que le jeu de base est principalement une simulation de vie sandbox, l'itération PSP introduit des éléments narratifs et une structure de jeu plus linéaire, beaucoup plus adaptée au format portable. Bon, quand j'ai joué à ce jeu pour la première fois, je devais avoir à peu près 8 ans, quelque chose comme ça, et je vous avoue que je m'attendais à une espèce de portage beaucoup plus allégé de la version PC, mais quand même à retrouver, on va dire, les codes fondamentaux de la série. Ne serait-ce que retrouver un minimum de liberté d'action et de création. Bah, c'est marrant parce que c'est pas du tout ce que j'ai eu. C'est très simple, mes attentes ont été complètement renversées, et je me suis retrouvé avec un jeu que je considère encore aujourd'hui comme une véritable anomalie. N'oubliez pas, c'est en sortant des sentiers battus qu'on s'ouvre à un champ des possibles sans limite. Bienvenue dans la niche. Contrairement aux versions PC et à leur portage console des Sims 2, la version PSP se distingue par une narration omniprésente plutôt que sur une simulation de vie ouverte. Le joueur y incarne un Sim, préalablement personnalisé par ses soins, qui arrive dans une petite ville désertique appelée Zarville. Le jeu débute avec une panne de voiture, obligeant le Sim à rester dans la ville et à interagir avec ses habitants. Le joueur découvre assez vite que Zarville cache de nombreux secrets, liés entre autres à des phénomènes paranormaux et à des conspirations étranges. L'objectif principal réside dans la résolution de ces mystères en interagissant avec les résidents, en accomplissant des quêtes et en découvrant des indices tout en gérant les besoins quotidiens du Sim. L'histoire principale se trouve divisée en 5 chapitres, chacun avec ses propres objectifs et missions à accomplir, dans une zone à chaque fois différente de la ville. Vous commencez dans la station-service aux abords de Zarville, où vous assistez impuissant à la disparition pure et simple du garage dans lequel vous aviez laissé votre voiture à réparer. Devant les restes du bâtiment volatilisé, vous trouvez alors un étrange téléphone en train de sonner dans le vide, et faites la connaissance d'un certain docteur charlatan au bout du fil, qui vous propose dans la foulée de travailler pour lui. Après avoir accompli quelques objectifs pour le compte de la gérante de la supérette et avoir acheté un vieux manoir pour un prix dérisoire auprès de son ancienne propriétaire cherchant à tout prix à s'en débarrasser, vous êtes directement conduit en ville par le shérif local. Vous voilà arrivé à Paradiso, le quartier pavillonnaire de Zarville, dans lequel vous investissez les lieux de votre nouvelle maison et vous faites la rencontre de la domestique. Il est temps de faire la connaissance de vos voisins excentriques, ce qui vous amènera dans un tourbillon de péripéties loufoques à n'en plus finir. Chaque habitant de Zarville semble cacher quelque chose et à mesure que vous affinerez les compétences de votre Sim, vous révélerez au grand jour leurs terribles secrets. En plus de résoudre toute cette palanquée de mystères, le joueur doit veiller à la santé, à l'hygiène, aux relations sociales et à d'autres besoins de base de son Sim. Si celle-ci est simplifiée et intégrée de manière à ne pas enrayer le fonctionnement de l'histoire, son intégration allégée permet de maintenir un équilibre entre le gameplay narratif et les mécaniques de simulation, offrant une expérience de jeu plus fluide et adaptée au format portable. Vous devrez veiller à vous alimenter sous peine de mourir de faim, de ne pas abuser des écrans pour éviter une tumeur au cerveau, ou encore à satisfaire les impulsions sociales naturelles de votre personnage pour lui éviter de carrément perdre la raison. Bien que les Sims 2 sur PSP ne disposent pas d'un système de combat traditionnel, certaines interactions avec les personnages peuvent être considérées comme des confrontations sociales où le joueur doit utiliser des compétences ou des objets pour surmonter des obstacles ou des adversaires. Au-delà de son aspect beaucoup plus dirigiste qu'à l'accoutumée, ce qui m'a frappé en jouant aux Sims 2 sur PSP, c'est avant tout l'omniprésence d'éléments très RPG. En effet, le jeu introduit un système de quêtes. Le joueur doit accomplir diverses missions et objectifs pour progresser dans l'histoire. Ces quêtes sont souvent liées à l'exploration de Zarville, aux interactions avec les personnages et à la résolution des mystères de la ville. Le joueur peut améliorer les compétences de son personnage au fil du temps, ainsi que continuer de modifier son apparence. Par exemple, le Sim peut augmenter ses capacités dans différents domaines, comme la cuisine ou la mécanique, en accomplissant des tâches spécifiques. Bien que simplifiées par rapport à un RPG traditionnel, ces améliorations permettent au joueur de personnaliser et d'optimiser son Sim, en fonction des défis à relever.
Le jeu propose un système d'interaction sociale où le joueur peut choisir parmi plusieurs options de dialogue lors des échanges avec d'autres personnages. Ces interactions influencent la réputation et les relations du sim avec les autres habitants de Zarpville, un mécanisme souvent présent dans les RPG, où les choix de dialogue peuvent affecter l'issue des quêtes ou des relations. Ces caractéristiques enrichissent l'expérience de jeu en ajoutant des couches de profondeur narrative et stratégique, et permettent aux joueurs de s'engager dans une aventure structurée. Si la liberté que vous propose le jeu se trouve ici beaucoup plus cloisonnée que dans les épisodes canoniques de la série, ses nombreuses qualités se révèlent néanmoins là où on ne les attendait pas initialement. Les Sims 2 sur PSP se distinguent des autres jeux de la série par ses thématiques sombres, qui sont omniprésentes tout au long de l'expérience. Ces thèmes contribuent à l'instauration d'une atmosphère sinistre et parfois surréaliste, loin du ton généralement léger et humoristique des autres titres de la franchise. Le jeu se déroule dans Zarpville, une ville désertique et isolée, loin de toute autre forme de civilisation. Cet isolement physique reflète un isolement psychologique où le joueur se sent coupé du monde extérieur, entouré de personnages étranges et névrosés, ce qui entretient le sentiment d'être dans un lieu hors du temps et imperméable à la raison. Assez tôt dans le jeu, vous êtes confronté à des fantômes qui hantent le manoir où vous séjournez, la demeure Esprit es-tu là, à des morts sortant de leur tombe une fois la nuit venue, à des histoires de meurtres en série, d'espionnage et d'expériences interdites. La présence d'aliens et de créatures mystiques crée un sentiment d'insécurité lorsque vous arpentez les rues des différents quartiers de Zarpville. Plus généralement, la question de la mort est obsessionnelle à Zarpville, où les habitants cohabitent quotidiennement avec des revenants, adhèrent à un culte vénérant une idole connue sous le nom de Belzébuth, et semblent tous obnubilés par l'idée de leur propre mortalité. Il s'agit sans doute du jeu le plus référencé de la série, empruntant à la mythologie du cinéma d'horreur avec l'apparition de zombies, de spectres, de vampires ou encore de loups-garous, mais citant également des œuvres plus contemporaines telles qu'X-Files et Twin Peaks. L'histoire du jeu prend une tournure radicalement différente lorsque vous apprenez que votre patron, le fameux charlatan, est en fait un psychopathe aux velléités de tyran, se faisant appeler le Dr Despot et ayant mis au point une machine capable de contrôler le losange au-dessus de la tête de chaque sim. C'est là que le discours du jeu prend un virage méta à la profondeur absolument insoupçonnée. En exerçant un contrôle mental sur les habitants de Zarpville, le Dr Despot les transforme en marionnettes obéissantes à ses ordres. Ce contrôle prive irrémédiablement les personnages de leur libre arbitre, les réduisant à des ombres d'eux-mêmes. Ils perdent leur individualité et leur capacité à agir selon leur propre volonté, devenant ainsi des extensions de la volonté du Dr Despot. Bon, là on va aborder ce que j'aime le plus avec ce jeu, et je pensais jamais dire ça un jour des Sims, mais c'est bien sa richesse thématique, notamment son regard sur l'identité et le libre arbitre. Dans la franchise des Sims, le joueur exerce un contrôle quasi total sur les personnages, dictant leurs actions, leurs relations et leur destin. Le Dr Despot, par son rôle d'antagoniste manipulateur contrôlant l'esprit des habitants de Zarpville, reflète cette dynamique. Il agit comme un reflet déformé du joueur venant questionner le bien fondé de ses actions. Il révèle la face sombre de ce pouvoir, où les Sims ne sont plus des entités semi-autonomes, mais des extensions directes de la volonté du créateur. Le Dr Despot peut également être interprété comme une allégorie des développeurs du jeu, qui définissent les règles et les limites du monde des Sims. Son contrôle absolu sur les personnages rappelle que, malgré les choix offerts aux joueurs, tout est finalement dicté par une série de scripts qui, comme le Dr Despot, manipulent les variables pour créer une expérience prédéterminée. En poussant cette analogie un peu plus loin, le Dr Despot pourrait même être vu comme une critique interne des développeurs eux-mêmes, qui, en construisant un univers fermé et contrôlé, limite la liberté des Sims, et donc par extension celle du joueur. Cela suggère une réflexion sur les limites inhérentes à tout système de jeu, et sur le rôle du créateur en tant que manipulateur omnipotent. L'antagoniste pousse donc à une interrogation sur le rôle du joueur dans un environnement donné, et sur la nature même de l'identité et du libre arbitre dans un monde virtuel, où toute forme de liberté demeure illusoire. Cette dimension méta enrichit l'expérience du jeu en apportant une profondeur philosophique qui questionne les fondements même de la série. En conclusion, c'est vraiment son approche atypique qui permet à cette itération des Sims de briller. Naturellement, de nombreux joueurs ont été déçus par la proposition inattendue de ce titre, ce qui lui a valu une certaine indifférence au moment de sa sortie. Mais si vous parvenez à prendre ce jeu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un petit RPG sympathique et parfaitement accessible à tous, se déroulant dans l'univers des Sims, permettant de fouiller un petit peu plus le lore, posant une histoire inspirée aux références multiples et à l'ambiance travaillée, vous serez agréablement surpris par ses prises de risques. Un jeu hybride beaucoup plus malin qu'il n'en a l'air, malheureusement éclipsé par les attentes non satisfaites des joueurs.